Mars 1944. France. L'opération Crossbow, lancée par les Alliés pour détruire les installations d'armes secrètes des Allemands, bat son plein. Sur le site d'Elfaux-Viserne, à 5 km de Saint-Omer, un énorme dôme de béton est visé. Mais les bombardements n'entament pas la coupole, large de 70 mètres, et recouverte d'une couche de béton armé de 5 mètres d'épaisseur. Les 3000 tonnes de bombes larguées provoquent tout de même des dégâts dans les tunnels et les contreforts, empêchant la poursuite des travaux sur le site. En bloquant ce chantier, les Alliés viennent d'enrayer l'édification des futurs sites de tir pour les terrifiantes fusées V2. Le premier missile balistique de l'histoire, l'A4, plus connu sous le nom de V2, est la plus puissante des armes secrètes développées par les nazis afin de renverser le cours de la guerre. Malgré son échec d'un point de vue militaire, cette technologie est une étape essentielle de la conquête spatiale qui s'annonce après-guerre. Ce projet est le symbole de toutes les contradictions de l'homme. Les ingénieurs talentueux qui ont participé à sa conception, comme Wernher von Braun, visaient dans leur jeunesse les étoiles et ont finalement participé à l'enfer qui régnait sur Terre. La production en série de la V2 a entraîné le travail forcé et la mort de milliers de déportés, dans des conditions épouvantables, auxquelles il faut ajouter les victimes des frappes de ce missile. Revenons sur le développement et la production de la fusée V2, et observons comment les premières recherches qui ont permis à l'homme d'accéder à l'espace se sont couplées aux comportements les plus effroyables de la Seconde Guerre mondiale. Voyager dans l'espace, marcher sur la Lune. Voici quelques-uns des plus vieux rêves de l'humanité. Au XIXe siècle, les romans de Jules Verne ou d'H.G. Wells connaissent un important succès public et font rêver des générations entières. Quelques pionniers, souvent isolés, entament des recherches scientifiques sur ces possibilités. Le russe Tsiolkovsky propose l'utilisation de combustible liquide dès 1903. L'américain Robert Goddard dépose des brevets concernant la fusée à étage et la propulsion liquide dans les années 10. Après la Grande Guerre, le voyage spatial connaît un regain d'intérêt. Des sociétés de fusées sont créées un peu partout dans le monde, regroupant des passionnés enthousiastes, de l'ingénieur à l'écrivain de science-fiction. Le genre connaît alors un formidable essor, à travers des magazines à large tirage. Deux pays passent rapidement de l'approche théorique aux essais pratiques sur les fusées, l'URSS et l'Allemagne. Le programme soviétique, soutenu rapidement par le pouvoir dans les années 30, ne se remettra pas des grandes purges de 1937-1938, qui ont envoyé les meilleurs ingénieurs au goulag ou dans la tombe. En Allemagne, plusieurs facteurs vont favoriser un intérêt inédit pour la conquête spatiale. Le besoin de s'évader après la défaite de 14-18, un nationalisme exacerbé ou la mystique du progrès. Nous sommes à l'ère du Zeppelin, du gramophone et des médias de masse. Hermann Oberth publie en 1923 le premier traité d'astronautique, dans lequel il tente de répondre à tous les problèmes du vol spatial. Propulsion, accélération, guidage, apesanteur, vol habité. D'abord passé inaperçu, ce traité est popularisé par l'intermédiaire de Max Valier, qui voit dans l'avance technologique la preuve irréfutable de la supériorité des Allemands. Valier fonde la VFR, qui lance des projets de voitures fusées en 1928, enthousiasmant le public. Parallèlement, le grand cinéaste allemand Fritz Lang réalise 2 films de science-fiction, dont le plus célèbre est Metropolis. Le deuxième, moins connu, porte sur le voyage sur la Lune. Oberth est conseiller technique et dessine la fusée du film, verticale, très proche des fusées actuelles. La séquence du lancement, le compte à rebours et l'alunissage s'avèrent prophétiques. Pour la sortie du film, Oberth doit faire décoller une fusée de 13 mètres, mais l'échec est total, et le dégoûte un temps de ce genre d'entreprise. Une nouvelle société de fusées est fondée en 1930, le Raketenflugplast, du nom du terrain obtenu de la part du gouvernement pour effectuer des essais. Son directeur cherche des financements en évoquant les possibles usages militaires des fusées, qui permettraient de contourner les clauses du traité de Versailles, qui interdisent le réarmement de l'Allemagne. Un jeune étudiant de 18 ans participe à ce programme très artisanal, Wernher von Braun. En août 1931, la Repulsor 4 atteint une altitude d'1 km, un record. Mais la crise économique marque un coup d'arrêt aux essais. Malgré des investissements de l'armée dans le programme spatial dès 1929,
c'est l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 qui fait entrer la recherche dans une nouvelle phase. Hitler interdit rapidement les sociétés de fusées et impose le secret sur les recherches. Les meilleurs ingénieurs sont recrutés. Touchés par la crise économique, et pour la plupart précaires, ils trouvent ici les moyens de leurs ambitions et peuvent ainsi montrer leur engagement dans cette Allemagne nationaliste. Von Braun a rejoint le centre d'essai militaire allemand de Kummersdorf dès 1932, après sa rencontre décisive avec Walter Dornberger, qui est chargé des programmes de recherche sur les missiles balistiques allemands. Le colonel Karl Becker, directeur de ce programme, connaît une ascension rapide dans le régime militaire nazi, ce qui permet aux capitaux d'affluer. En 1934, année où Von Braun termine sa thèse sur les réacteurs à combustion liquide, le premier modèle de fusée agrégate, l'A1, est mis au point. Les explosions des moteurs lors des tests poussent les ingénieurs à redessiner complètement la fusée. Un nouveau modèle, l'A2, réussit cette fois à atteindre une altitude de 2 km. La propulsion à carburant liquide et le refroidissement de la structure sont les solutions techniques qui permettent cet exploit. Après ce succès, le régime décide de créer un centre de recherche et d'expérimentation ultra secret, financé conjointement par l'armée de l'air, la Luftwaffe, et l'armée de terre, la R de la Wehrmacht. Von Braun choisit un terrain au bord de la mer Baltique, sur l'île d'Usedom, à Peenemünde. Dans une zone sauvage, plate et inaccessible, le terrain est parfait pour les essais, grâce à la mer Baltique, qui offre un immense champ de tir. Le réarmement de l'Allemagne, relancé de manière accélérée après la dénonciation du traité de Versailles en mars 1935, permet au budget d'être rapidement débloqué. En moins d'un an, le site accueille les premiers employés. Peenemünde est le centre de recherche le plus moderne de l'époque. Ingénieurs, techniciens, ouvriers et secrétaires vivent sur place et forment une communauté soudée qui se considère comme l'élite de la nation. Les conditions de vie sont confortables. Commerce, école, terrain de sport, cinéma et maisons agréables favorisent le travail demandé. Le respect du secret est essentiel. Les membres de Peenemünde adhèrent au parti nazi, certains par opportunisme, comme Von Braun, qui reste un nationaliste convaincu, d'autres par réelle conviction idéologique. Le nouveau pas de tir de Peenemünde est inauguré avec une nouvelle fusée, l'A3. Les échecs de lancement permettent de mieux comprendre certaines failles techniques. La principale provient du système de guidage, la fusée tournant sur elle-même. Le moteur est également totalement repensé. Une fusée hybride, l'A5, corrige ces soucis, notamment par la mise en place d'un système d'autoguidage développé par la firme Siemens. En octobre 1939, l'A5 atteint l'altitude de 12 km pour une portée de 20 km. Toutes les conditions sont désormais réunies pour la réalisation du grand objectif du centre, la fusée que Von Braun a vendue à l'état-major nazi au moment de la construction de Peenemünde, l'Aggregat 4, l'A4. En septembre 1939, l'invasion de la Pologne fait basculer l'Europe dans la guerre. La pression s'accroît sur les ingénieurs de Peenemünde. Walter Dornberger et Karl Becker parviennent à maintenir les subsides et la livraison de matériaux nécessaires à la bonne réalisation du programme, obtiennent que les techniciens qualifiés ne soient pas mobilisés sur le front et maintiennent les travaux d'une usine de production, qui sera terminée en 1942. Objectif de conception : réaliser un missile balistique pouvant atteindre 300 km de portée, transportant une charge explosive d'environ 1 tonne. 3 grands défis techniques sont réalisés. Un moteur est conçu pour faire décoller les 14 tonnes de la fusée, combustible compris. La stabilisation de l'appareil, liée à sa forme, est réussie grâce aux essais effectués dans la première grande soufflerie supersonique du monde. Enfin, le guidage est assuré par plusieurs gyroscopes et calculateurs électroniques, situés à l'avant de l'appareil. La trajectoire du missile comprend 2 parties. La phase de propulsion, qui dure 1 minute pour atteindre une vitesse de 1300 mètres secondes, puis une phase balistique. Les moteurs se coupent et la fusée fonce vers sa cible à la manière d'un obus. Objectif de production : construire 1500 A4 par an. Objectif évidemment inatteignable, mais que les dirigeants de Peenemünde annoncent aux dirigeants nazis afin de continuer à être financés. Après de nombreuses tentatives ratées, le tir d'essai parfait est effectué le 3 octobre 1942. Les moteurs se coupent à 26 km d'altitude, alors que la fusée file à 1320 mètres par seconde. Elle atteint 85 km d'altitude après 100 km de parcours et pénètre dans l'espace, puis redescend et réalise 192 km de trajet au moment de l'impact. Le vol a duré 5 minutes et 55 secondes, avec une précision de 4 km.
C'est la première fois qu'une fusée atteint l'espace. Le succès est total. Albert Speer, ministre de l'Armement et grand défenseur du projet, parvient à obtenir l'autorisation express d'Hitler pour le lancement d'une production en série. En novembre 1942, le cours de la guerre commence à s'inverser. Les nazis cherchent de nouveaux moyens pour reprendre le dessus, d'autant que l'aviation allemande essuie de nombreux échecs et que l'armée s'enlise sur le front de l'Est. L'A4 semble être la solution miracle. Dans un premier temps, la production en série est effectuée à Peenemünde. Mais il est difficile d'organiser à la chaîne la production d'un appareil aussi complexe, composé de 22 000 pièces. Surtout, la main-d'œuvre commence à manquer, la guerre dévorant toutes les forces vives du pays. Heinrich Himmler, chef suprême de la SS, s'immisce dans le projet. Par pur opportunisme, et sans se soucier de considérations morales, Werner von Braun accepte d'être élevé au rang de capitaine par le Reichsführer SS, responsable des camps de concentration et d'extermination. L'intrusion d'Himmler dans la production du missile accélère l'utilisation de la main-d'œuvre concentrationnaire. À noter qu'il ne s'agit pas d'un transfert de prisonniers. La SS loue cette main-d'œuvre au centre de Peenemünde. 4 marques par jour pour les non qualifiés, 6 marques pour les spécialistes. En échange, la SS fournit garde, nourriture et logement. Environ 2500 détenus, venant du camp de Buchenwald, travaillent à la production de l'A4 en 1943 à Peenemünde. Les conditions de vie sont déplorables et la mortalité élevée. Depuis 1939, les Britanniques connaissent l'existence du site de Peenemünde, mais ce n'est qu'en 1943 qu'ils commencent à comprendre la teneur de cette installation secrète. Après plusieurs survols du site par la RAF, l'analyse des clichés conclut qu'il s'agit d'un centre de recherche secret, produisant un nouveau type d'armes. Il faut agir. L'opération Hydra, un raid aérien mené le 17 et 18 août 1943, frappe les usines de montage, les ateliers de prototypes et le quartier résidentiel, afin de liquider les scientifiques. 560 avions larguent 1795 tonnes de bombes. Mais les dégâts sont limités et retardent la production d'à peine 2 mois. Pour les nazis, il est désormais essentiel de trouver un autre lieu de production, souterrain, afin d'éviter les bombardements. Le SS Hans Kammler, qui a participé à la conception des chambres à gaz à Auschwitz, devient responsable des travaux d'aménagement et de la production des armes du nouveau site. Le lieu choisi est à Nordhausen, à environ 70 km du camp de Buchenwald. La construction du centre de production, nommé Mittelwerk, l'usine du centre, ainsi que les nombreux tunnels qui composent la structure, se réalisent dans des conditions épouvantables par des prisonniers du camp de Buchenwald. Dormant dans les tunnels, ils doivent affronter l'humidité, le froid, la soif, la faim, la vermine grouillante et par conséquent les maladies qui en découlent. Les premières A4 sortent de l'usine en décembre 1943. C'est alors seulement qu'un nouveau camp, baptisé Dora, est construit en un temps éclair. L'organisation du camp évolue à l'automne 1944. Il devient autonome de Buchenwald et prend le nom de Mittelbau. Il comprend la Mittelwerk, l'usine souterraine, le camp de concentration de Dora, qui abrite les prisonniers travaillant dans cette usine, et enfin le Mittelbau, regroupant un ensemble d'usines, de dépôts d'armes et de camps. À la fin de la guerre, environ 40 000 prisonniers occupent l'ensemble du site. 6 000 travaillent effectivement dans le Mittelwerk, qui demande une certaine compétence technique. La plupart des déportés sont affectés au creusement des galeries et sur les différents chantiers. Même si les travailleurs qualifiés sont légèrement mieux traités, la plupart étant d'ailleurs français, la mortalité par épuisement au travail ou exécution sommaire est d'environ 50%. Sur les 60 000 déportés qui sont passés par ces camps, 27 000 sont morts. Werner von Braun participe à ce massacre, supervisant les ingénieurs, mais aussi les équipes de production et les prisonniers. Sans faire preuve d'une grande empathie envers les victimes de la barbarie nazie, il se montre critique envers le régime seulement lorsqu'il comprend que l'Allemagne ne pourra gagner la guerre. Arrêté par la Gestapo, ses liens avec les dirigeants, comme Albert Speer, lui évitent les poursuites. Il recevra même la croix de chevalier en octobre 1944. Lorsqu'il vivra aux États-Unis, il prononcera une phrase qui résonne amèrement. La fusée permettra sans doute à l'homme de s'affranchir de cette dernière chaîne. Les sites de lancement des V2 demandent un plus grand investissement. Il est nécessaire de construire des usines d'oxygène liquide à proximité, des lieux de stockage de carburant et des bunkers immenses pour abriter les missiles. Le premier site, à Epperlek, est rapidement détruit par les Alliés. En septembre 1943,
Hitler décide de transformer le bunker d'Elfovizern, qui devait initialement servir de dépôt aux A4 afin d'alimenter Eperlek, en site de tir. Un vaste dôme de béton doit protéger le cœur de l'installation. Plusieurs embranchements ferroviaires sont établis. Le projet de construction définit une installation souterraine complète. Stockage, préparation, lancement, garnison. Il faut surtout abriter le cœur de l'ouvrage, la salle où s'effectuera la préparation au tir. Une coupole de 71 mètres de diamètre et de 5 mètres d'épaisseur est construite, ce qui donnera son nom à la structure, la coupole. Cette forme permet une résistance équivalente à un toit plat de 6,50 mètres d'épaisseur. La salle octogonale de préparation des fusées doit atteindre 21 mètres de haut. Les galeries doivent accueillir une unité de production d'oxygène liquide, les stockages des fusées, des ogives, des fluides et la garnison. 14 fusées pourraient y être préparées simultanément, avant de franchir les 2 portes, donnant accès à 2 môles de tir. Les tunnels sont prévus pour le stockage de 500 fusées. Au total, 100 000 mètres cubes de béton seront nécessaires. En outre, le site doit être autosuffisant en énergie, avec ses groupes électrogènes, son adduction d'eau, son chauffage. La construction de l'ouvrage, démarrée en octobre 1943, est repérée par les Britanniques sur des photos aériennes en novembre. Le chantier d'Elfovizern n'est cependant attaqué qu'à partir de mars 1944. Il subit 16 attaques majeures en 5 mois, au cours desquelles 3193 tonnes de bombes sont déversées par les avions alliés. Le site est transformé en paysage lunaire, truffé de cratères. Les communes voisines sont sévèrement touchées. La poussée alliée décide Hitler à abandonner les bunkers du nord de la France comme site de lancement. Dornberger a pris les devants. Il a formé spécialement des unités d'artillerie mobile pour effectuer les lancements de V2 rapidement, même de nuit. La SS, en la personne de Kammler, est chargée de l'offensive des V2, avec comme cible principale Londres et Anvers. La logistique repose sur le réseau ferroviaire. Les livraisons de fusées arrivent de Dora, puis sont entreposées dans des dépôts. Une fois la fusée vérifiée, on place l'ogive et on transfère la V2 sur son lieu de tir, par chariot ou par camion. Il faut ensuite l'alimenter en carburant et en ergols. L'installation prend 90 minutes. Les tirs sont effectués à l'aube ou au crépuscule pour éviter les bombardements. Le 8 septembre 1944, le premier tir opérationnel vise Paris. Le missile touche Maison-Alfort. 6 victimes. Les tirs s'intensifient durant tout l'hiver 1944-1945. Les cibles évoluent en fonction de l'avancée alliée et du recul des Allemands. Londres et Anvers sont les sites les plus touchés. L'attaque la plus meurtrière a lieu en décembre 1944 et fait 561 victimes dans un cinéma d'Anvers. L'offensive des V2 prend fin lorsque les troupes alliées franchissent le Rhin. Au total, 3600 V2 ont été tirés, 2890 ont atteint leur cible. Mais les effets furent plus psychologiques que tactiques, servant surtout la propagande nazie et l'illusion que le cours de la guerre pouvait être inversé. L'Allemagne est prise en tenaille. Peenemünde est évacué et dynamité en mars, pour ne laisser aucune trace. Dans les camps, les dernières semaines de la guerre sont marquées par une violence inouïe. À Dora, les officiers SS exécutent les prisonniers ou les laissent mourir de faim. L'évacuation est décidée en avril. Errant dans des trains gelés, marchant dans le froid, abattus sommairement, l'évacuation de Mittelbau-Dora entraîne la mort d'environ 11 000 détenus. La fusée V2 est le cas unique d'une arme qui a causé plus de morts lors de sa fabrication que lors de son utilisation. Le 11 avril 1945, les Américains découvrent le camp et l'usine intacte. De son côté, Werner von Braun, qui s'est cassé le bras dans un accident de voiture, échappe au SS. Il se cache dans un hôtel de Bavière. Le 2 mai, lui et l'équipe d'ingénieurs de Peenemünde se rendent aux Américains, qui cherchent à mettre la main sur les cerveaux allemands dans le cadre de l'opération Overcast, exfiltrer les scientifiques afin d'utiliser leurs compétences en prévision d'un futur conflit avec l'URSS. Avec Werner von Braun, les Américains font une belle prise. En septembre 1945, 120 ingénieurs de Peenemünde débarquent aux États-Unis et sont regroupés à Fort Bliss.
Overcast se transforme en opération Paperclip, qui vise à offrir aux savants allemands des contrats à long terme, le rapatriement de leur famille et une possible naturalisation. Les ingénieurs se mettent aussitôt au service des Américains. Une fusée V2 est lancée en avril 1946. Alors que le procès des crimes commis à Mittelbau-Dora s'ouvre fin 1947, les Américains opposent une fin de non-recevoir aux demandes des juges concernant les agissements des ingénieurs nazis. Ils sont bien trop précieux dans ce contexte de guerre froide naissante. L'implication de Wernher von Braun dans les crimes commis à Dora est effacée. L'histoire est réécrite et fait désormais passer ces scientifiques pour des idéalistes pragmatiques, voire comme des victimes, qui n'avaient d'autre choix que de travailler pour le régime nazi. Von Braun se rachète une image. Son livre, Conquest of the Moon, rencontre un immense succès. Il participe à des films éducatifs sur le programme spatial américain avec Walt Disney. Ses compétences le font rapidement monter en grade. Il développe le premier missile à charge nucléaire, puis conçoit le premier satellite américain envoyé dans l'espace. Il est nommé directeur du centre de vol spatial Marshall, dans la toute nouvelle agence spatiale américaine, la NASA, créée en octobre 1958. Un film retraçant sa vie sous un angle avantageux sort en 1960. Le triomphe est total en 1969. Dans le cadre de la mission Apollo 11, il est le concepteur de Saturne V, le lanceur spatial qui a déposé les astronautes sur la Lune. Wernher von Braun est désormais l'homme de la conquête spatiale. Au final, le début de l'aventure spatiale reflète l'ambiguïté morale qui sommeille en chaque individu. Pour atteindre les étoiles, von Braun et ses équipes n'ont pas hésité à pactiser avec le diable. À la fin de sa carrière, von Braun a réalisé son rêve, ouvrir aux hommes les portes du ciel. Mais pour y parvenir, il a dû en laisser beaucoup d'autres aux portes de l'enfer. Pour conclure cette vidéo, je vous propose de retourner en France, plus précisément sur la base secrète d'Elfo-Viserne. Les services secrets britanniques prennent possession du site de la Coupole en septembre 1944, après la libération de la région Nord-Pas-de-Calais par les armées alliées. Ils effectuent des relevés des installations prévues pour le tir des fusées V2 contre Londres, au moment où la capitale britannique est soumise à une attaque mise en œuvre par des unités mobiles opérant en Hollande. En mai 1945, Winston Churchill, considérant que les installations de la Coupole pourraient constituer une menace pour le Royaume-Uni, en pensant désormais à l'Union soviétique, donne ordre aux Royal Engineers d'en condamner les accès par des dynamitages. Le site sera donc laissé à l'abandon pendant plusieurs décennies avant d'être finalement ouvert au public. De nos jours, la Coupole est devenue un centre d'histoire et de mémoire unique au monde. Ouvert en 1997, 2 parcours de visite sont proposés. L'un est dédié à la population du Nord-Pas-de-Calais, région la plus bombardée et la plus occupée de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le second parcours concerne le développement des armes secrètes allemandes et l'impact de ces recherches sur la conquête spatiale. Depuis les laboratoires cachés de Peenemünde jusqu'au premier pas de l'homme sur la Lune. Cette partie explique aux visiteurs l'histoire de ces armes, les techniques de fabrication, mais également le coût humain de leur développement. Un hommage est donc rendu aux déportés et travailleurs forcés du camp de Dora, où étaient assemblées les fusées V2. La muséographie proposée à la Coupole découle des travaux effectués par plusieurs historiens au sein de son centre de recherche et d'archives. Le dernier projet en date est un dictionnaire biographique de 2600 pages, le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora. Il s'agit de l'aboutissement de près de 2 décennies de recherche. Cet ouvrage inscrit sur papier l'histoire d'un pan entier de la déportation, dans toutes ses composantes, ses diversités, sa complexité et sa pluralité. Il a été publié en septembre 2020, grâce à la volonté des éditions du Cherche Midi. Enfin, dans la continuité de la partie dédiée aux fusées V2 et à la conquête spatiale, des films sont diffusés au sein d'un planétarium 3D, complètement rénové en 2021 et désormais doté d'une résolution d'image de 10K. Il s'agit actuellement du planétarium 3D le plus moderne au monde.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été réalisée en partenariat avec la Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D, que je remercie pour la confiance accordée. Alors comme d'habitude, si vous désirez acquérir cette illustration originale représentant le dôme de la Coupole signée par l'artiste Manon Potier du studio DTDA, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee ou Utip de la chaîne. Encore merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode.